Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous proposer de vous présenter la deuxième grande fonctionnalité du site Climessence, assez radicalement différente dans sa conception de celle que vous venez de voir, et qui est un modèle de compatibilité climatique qui s'appelle IKS. Donc, je vais commencer par une présentation un petit peu de la construction de ce modèle, et ensuite on fera une démonstration comme l'a fait Eric pour la partie caravane. Alors, ce modèle, c'est un modèle de compatibilité climatique qui a été mis au point, comme on l'a dit tout à l'heure, par Hervé Le Gouler et qui a ensuite été développé au sein du département recherche, développement et innovation de l'ONF avec des financements à force et du LabEx Arbre de Nancy et qui est maintenant proposé donc via le site Climessence par le RMT à force. Comment il est construit ce modèle? Eh bien, dans le modèle IKS, le climat est représenté de façon assez simple par 3 indicateurs. Un indicateur qui vise à expliciter la limitation par la sécheresse, donc qui est un indicateur de déficit hydrique, qui est donc nommé par son petit nom DHYK, comme déficit hydrique annuel. On a un deuxième indicateur qui caractérise la limitation par le froid hivernal, qui est une température minimale annuelle. Et un troisième indicateur qui est une limitation par le manque de chaleur, c'est-à-dire un peu l'énergie disponible, sous forme d'un cumul annuel de température. Une fois qu'on a ces 3 indicateurs pour caractériser le climat, on va pouvoir essayer de déterminer des limites de présence pour les espèces forestières. Et pour chaque espèce, on va utiliser les données des inventaires forestiers européens, de façon à caler statistiquement 3 seuils, un pour chacun des 3 indicateurs. Un seuil maximal de sécheresse, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'en dessous de ce seuil, pour cet indicateur, l'essence est peu présente, à cause de la sécheresse, ou plutôt à cause du déficit hydrique limitant. Un seuil sur le froid hivernal qui est un seuil minimal, c'est-à-dire en dessous d'une certaine température minimale, l'essence est en difficulté, et un seuil minimal également pour le manque de chaleur, c'est-à-dire qu'en dessous de ce seuil, on n'a pas assez d'énergie disponible. Les seuils sont calés espèce par espèce, indépendamment, c'est-à-dire que chaque indicateur a son seuil calé indépendamment, on ne traite pas d'interaction entre ces 3 indicateurs. À partir des inventaires forestiers, je l'ai dit juste avant. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve 97,5% des observations, c'est-à-dire qu'on élimine les observations les plus extrêmes. Par exemple, si on prend en compte le seuil de déficit hydrique pour le hêtre, si on représente sur une carte tous les points d'inventaire forestier européen, c'est ce que vous avez sur l'ensemble des couleurs, gris, vert et rouge. Vous avez en vert les points qui contiennent du hêtre et qui sont en dessous du seuil de déficit hydrique, et en rouge, les points extrêmes qui ont été donc éliminés par ce seuil, qui sont au-dessus du seuil. Et donc c'est calé à l'échelle de l'Europe, hein. C'est important de voir que c'est sur l'ensemble de la population européenne de l'espèce. À partir de là, on va pouvoir créer donc des cartes de compatibilité climatique. Et l'aire de compatibilité climatique, la définition qu'on en donne dans ce modèle, c'est l'endroit où on va combiner en fait ces 3 seuils, et on est compatible si on est du bon côté pour les 3 seuils. C'est-à-dire que dans la zone compatible, on va éliminer certaines zones à cause de la sécheresse, certaines zones à cause du froid, et certaines zones à cause du manque de chaleur. Ainsi, une espèce est compatible quand aucun des 3 seuils n'est franchi. Ce qui, quand on simplifie la carte en 2 couleurs, nous donne donc des zones compatibles et des zones non compatibles. Par exemple, on peut obtenir la carte de compatibilité du hêtre en climat actuel, avec donc en vert les zones compatibles. Et vous voyez sur cette carte, c'est celle que vous avez sur le site, en fait, donc le seuil dont j'ai parlé juste avant, le seuil avec 97,5% des observations, le seuil jaune. Et on a indiqué également le même seuil si on garde 99% des points, c'est-à-dire un peu plus. Le but étant de visualiser l'incertitude qui est liée à ce seuil, car on fait sur ce site une part importante à la compréhension des incertitudes. Un point important qu'il faut bien retenir, c'est que compatible ne signifie pas qu'il n'y aura pas de mortalité, et non compatible ne signifie pas disparition de l'espèce. Ce sont des seuils statistiques. Par construction, il y a des observations en zone rouge, quand même, quelques-unes, donc ce n'est pas une limite brutale qui signifierait l'absence totale de l'espèce au-delà du seuil. C'est plutôt un niveau de risque qui est franchi. Alors ce travail, on peut le faire pour les cartes actuelles, mais on peut aussi le faire pour les différents scénarios futurs du GIEC, afin de se projeter dans différents scénarios et voir comment, selon ce scénario, la carte de compatibilité évolue. Ce qui permet de réfléchir un peu aux impacts potentiels des différents scénarios du GIEC. Alors quel scénario du GIEC?
Donc si on reprend un peu le graphique classique, des trajectoires du GIEC, hein, donc les trajectoires du GIEC sont nommées RCP, les Representative Concentration Pathways, c'est-à-dire les trajectoires d'émissions de CO2 en fait, qui sont exprimées, sous forme d'augmentation de l'énergie reçue par le sol. Et donc on a la 2.6 qui correspond au respect des accords de Paris, et à l'extrême inverse, la 8.5 qui correspond à un scénario dit tendanciel, c'est-à-dire en ne changeant pas grand-chose à nos habitudes. Et donc là, ces trajectoires sont représentées en fonction des températures, des augmentations de température par rapport à la période de référence, historique. Autour de ces trajectoires, en très plein, vous avez des faisceaux d'incertitude qui sont liés, eux, non pas aux trajectoires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va émettre comme CO2, mais à notre capacité à modéliser le climat. C'est-à-dire que chaque institut mondial météorologique va proposer des modèles, et ces modèles ne se comportent pas tous de la même façon pour une même trajectoire. Et donc, autour de chaque moyenne, on va dire, on va avoir un faisceau d'incertitude qui est lié à notre capacité scientifique à modéliser le climat qui découle de ces trajectoires. Alors donc il y a beaucoup de modèles, il y a plusieurs RCP. Dans le site IKS, on a choisi d'en sélectionner un sous-ensemble qui représente bien ce faisceau. Bien sûr, on a pris ce qu'on appelle dans le site l'actuel, qui est en fait une référence d'un passé récent, 1979-2013, qui est un peu notre référence considérée comme à peu près stable. Et puis on a pris un scénario qu'on a nommé optimiste, donc qui correspond à RCP 4.5, donc c'est la trajectoire qui vise à rester en dessous des plus de degrés à l'horizon 2100. On a pris le scénario intermédiaire 8.5, enfin, qu'on a appelé intermédiaire, mais qui est la trajectoire tendancielle moyenne. Et puis on a pris aussi ce qu'on a appelé scénario pessimiste, une sorte de scénario plafond, un peu le pire des cas possibles d'après les modélisations, qui est donc le haut du faisceau de modélisation du scénario 8.5. Donc ce qui nous donne un scénario actuel et 3 scénarios futurs pour simplifier la compréhension tout en gardant cette notion d'incertitude qui est extrêmement importante car on ne sait pas aujourd'hui laquelle de ces trajectoires va se produire effectivement. Ces scénarios sont donnés pour 2 horizons temporels, 2050 et 2070. Au-delà des cartes que je vous ai montrées tout à l'heure sur la compatibilité climatique, on peut faire autre chose avec ce modèle et c'est ce qu'on appelle l'analogie climatique. Et dans ce cas, en fait, on va chercher à répondre à une question qui est: où trouver aujourd'hui un climat qui ressemble, un climat analogue, au climat futur d'une région forestière donnée? Si on va dire, voilà, telle région dans le futur, elle aura un climat d'après tel ou tel scénario, et ben aujourd'hui, est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble sur mon territoire? Donc c'est des cartes qui se présentent comme ça, avec des zones bleues qui sont les zones analogues. Donc comment ça marche? On choisit une région, on caractérise son climat futur avec les 3 indicateurs IKS, et ensuite on va projeter dans notre climat actuel les régions qui correspondent à cette gamme de climats. Donc voilà une autre chose qu'on peut faire avec le modèle IKS et que je vais vous montrer sur le site après. Il est important de comprendre que ce modèle a un certain nombre de limites. Il ne faudrait surtout pas lui faire dire des choses pour lesquelles il n'est pas prévu. La première chose importante, c'est que c'est un modèle uniquement climatique. Il ne prend pas en compte de nombreux facteurs, pourtant très importants pour la présence des espèces. Il ne prend pas en compte un certain nombre d'aspects du sol, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'engorgement, la richesse minérale, les aspects caractifs ou influence de l'acidité, la profondeur réelle d'enracinement n'est pas prise en compte non plus, et les effets du tassement du sol ne sont pas pris en compte puisqu'on travaille sur des données à une maille assez large pour lesquelles on n'a pas toutes ces informations. On ne prend pas en compte non plus les risques biotiques, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de parasites, de scolites, de calarose, ce n'est pas modélisé dans IKS. On ne parle pas non plus de risques abiotiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en compte explicite des tempêtes ou des incendies. On ne parle pas non plus des impacts qu'on peut nommer humains, à savoir la sylviculture, l'historique, l'occupation du sol. C'est uniquement intégré via la présence des espèces, mais on n'a pas de modélisation de ces facteurs. Et puis, même si c'est un modèle climatique, on est sur des mailles kilométriques, on va le voir juste après, et donc tout ce qui est microclimat très local, des aspects de couloirs de gel, de neige lourde, des effets topographiques locaux, des effets de versant ne sont pas non plus pris en compte. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on modélise le climat moyen, avec des normales sur 20 ans, et donc on ne prend pas en compte explicitement des épisodes répétés de sécheresse ou des canicules extrêmement atypiques. Et donc ces événements extrêmes qui peuvent accélérer les problèmes fortement, voire les déclencher, ne sont pas pris en compte, si ce n'est par leur occurrence moyenne dans la période de référence.
Donc c'est très, très imparfait sur ce point. Donc il faut bien avoir tout ça en tête, parce que quand on va utiliser les cartes Climessence pour réfléchir, il faudra bien prendre en compte en plus, faire appel à l'expérience de terrain ou à d'autres outils pour tous ces aspects. Deuxième point, c'est que Climessence fonctionne à l'échelle des espèces. C'est-à-dire que, comme on travaille avec les inventaires forestiers qui ne séparent pas les provenances, on ne peut pas les différencier. Donc on est sur l'ensemble de l'espèce. Alors selon les espèces, c'est plus ou moins impactant. Et puis du coup, puisqu'on travaille sur l'ensemble de l'espèce à l'échelle de l'Europe, bien entendu, les seuils sont obtenus dans les zones les plus contraignantes, donc très souvent dans l'endroit où on a probablement les provenances les plus adaptées. Donc, il peut y avoir un écart en termes d'adaptabilité des espèces entre ces zones où on capte les seuils et les zones où on se trouve, qui sont peut-être assez loin d'un point de vue climatique. Et puis, autre point important, on travaille sur les aires observées, car c'est la seule chose qu'on peut faire, et non pas sur l'aire potentielle absolue, qu'on ne peut pas caractériser sur le terrain, puisqu'on ne peut que mesurer les points effectivement présents sur le terrain. Dernière limite, et elle est très importante, c'est qu'on les données IKS qui sont présentées dans le site Climessence sont à une échelle assez large, c'est-à-dire que les cartes, le pixel unitaire de la carte, c'est le kilomètre carré, parce que c'est les données dont nous disposons pour produire ces données à l'échelle Europe. Du coup, pour travailler à l'échelle nationale ou à des échelles de régions forestières, de départements, tout va bien. On est sur des échelles qui sont tout à fait compatibles avec la résolution de nos données. Sur un massif forestier de quelques centaines de milliers d'hectares, on est un peu limite, c'est-à-dire on peut donner des grandes tendances, on peut voir un peu comment se place le massif par rapport aux grandes zones, mais on ne peut pas vraiment raffiner, et surtout, on n'est pas en capacité de donner des éléments à l'échelle de la parcelle. C'est beaucoup trop fin par rapport à la résolution dont nous disposons sur ce site. Donc il faut faire attention à ne pas vouloir croiser des points très locaux avec ces données, elles ne sont pas conçues pour ça. En résumé, IKS ne modélise que le climat. Il faut considérer en complément tous les autres facteurs limitants. En particulier, il est important d'envisager des diagnostics terrain ou de faire appel à des outils complémentaires. Il faut rester à une échelle assez large, celle d'une région forestière ou d'un grand massif forestier. Et surtout, ne pas interpréter trop littéralement les limites, qui sont plutôt des niveaux de franchissement d'un certain risque. Alors ça n'empêche pas que ces cartes permettent de réfléchir aux risques relatifs entre espèces, mais il ne faut pas interpréter le franchissement de seuil comme une limite brutale. Je vais passer maintenant à une démonstration du site internet sur ces aspects. Donc sur le site, vous avez 3 menus qui concernent IKS, ces 3 menus-là. Et je vais me concentrer sur les 2 de droite, en particulier la compatibilité climatique, donc les cartes dont on a parlé tout à l'heure. Donc je clique sur carte de compatibilité climatique, et ça m'amène sur un écran où je vais pouvoir, dans le sélecteur, choisir l'espèce que je souhaite étudier. Donc je vais choisir par exemple le hêtre commun, si je le trouve. Voilà. Et je choisis un horizon temporel 2050 ou 2070. Donc par exemple, je prends 2050. J'applique les filtres, et ça va me donner la mise en page standard qui sera valable pour l'ensemble des modules IKS, à savoir 4 cartes côte à côte. 4 cartes côte à côte qui représentent en haut à gauche le climat actuel, et puis 3 scénarios futurs. En haut à droite, le scénario optimiste dont j'ai parlé tout à l'heure. En bas à gauche, le scénario intermédiaire, donc le 8.5 tendanciel, et puis en bas à droite, le scénario le plus pessimiste. Donc normalement chez vous, vous verrez que sur les cartes s'affichent également les départements, et elles devraient s'afficher sur les cartes. Nous avons un petit souci d'affichage là à l'écran. Vous pouvez régler sur ces cartes, justement, si vous voulez afficher les départements, les sylvo-écorégions, les régions forestières, un certain nombre d'éléments. Vous pouvez zoomer sur ces cartes jusqu'à un certain point pour visualiser en arrière-plan un petit peu où vous vous situez. Et puis, si c'est trop petit, vous pouvez zoomer sur une carte pour la mettre en plein écran et ainsi mieux naviguer sur les données. Donc, important, si on regarde ces cartes, 2 sources d'incertitude qui sont manifestées. Le rouge et le jaune pour voir l'impact du seuil, du choix du seuil sur cette carte de compatibilité. Et d'autre part, les 4 cartes pour tenir compte de l'incertitude sur le scénario climatique. Et en dessous des cartes, vous avez un petit avertissement qui vous donne certaines limites et qui vous donne un accès aux réponses aux questions les plus fréquentes sur ces cartes, si jamais vous vous interrogez sur leur signification. Et vous avez des liens aussi vers les documentations. D'autre part, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de faire de l'analogie climatique.
analogie climatique, on va cette fois choisir une région forestière ou une sylvo-écorégion d'intérêt grâce toujours à ce sélecteur. Et là, cette fois, on a une petite carte dedans. Et par exemple, je vais prendre ici au hasard la plaine d'Alsace. Je peux choisir également l'horizon temporel et je vais pouvoir, là aussi, appuyer sur le bouton pour avoir les 4 cartes. Et en fait, là, je vais avoir du coup les cartes qui correspondent à des analogies pour différents scénarios futurs. Par exemple, en haut à droite, j'ai où trouver dans mon climat actuel français et européen des zones qui ressemblent au climat que j'aurai pour l'Alsace, pour le scénario optimiste en 2050. Ce qui permet de visualiser un peu l'ampleur des déplacements et puis aussi de se donner des zones qui peuvent nous inspirer un petit peu sur le type de peuplement qu'on peut imaginer pour cette région d'intérêt à l'horizon 2050. Voilà. Vous avez également un troisième menu que je ne vais pas détailler, mais qui présente l'ensemble des données d'IKS, donc les données mensuelles qu'on servi à construire les indicateurs IKS, et puis les données de réserve utile et de carte de présence des espèces qui ont été utilisées. Vous avez également un petit module diagramme endothermique qui permet de visualiser ces mêmes données IKS sous forme du classique météorologique qui est le diagramme endothermique qui vous présente pour un point de l'espace des histogrammes sur lesquels vous avez les températures en bleu, non pardon, je recommence, les précipitations en barre bleue, la courbe des températures et vous pouvez aussi visualiser comment se comporte l'indicateur IKS de sécheresse en orange pour voir comment ça se passe. Voilà pour les fonctionnalités du site.